Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans le dernier épisode, on parlait du changement climatique et on finissait par se demander quelles sont les conséquences sur le monde qui nous entoure. Et bien pour comprendre cela, il va falloir qu'on comprenne quelques notions. Et on va commencer par en explorer une qui est l'évolution et l'adaptation. Allez, générique. Bah oui, parce que la question qui revient en permanence à propos du changement climatique, c'est est-ce qu'on va s'y adapter? Mais c'est quoi l'adaptation? Pour comprendre ça, déjà, on va faire un petit point historique. Depuis toujours, l'homme se pose la question sur son origine, sur l'évolution du monde. La première réponse, elle a été apportée par l'Antiquité puis reprise par l'Église, et c'est ce qu'on appelle le fixisme. Le fixisme, c'est un dogme qui prétend que Dieu, ou une force supérieure, a créé la nature telle qu'on la voit, et que cela est immuable, c'est fixe. Les animaux, les plantes, l'homme ont été créés et ne changeront pas. C'est le mythe d'Adam et Ève à l'origine de tout, et de Dieu qui créa le monde en 7 jours. Le problème avec le fixisme, c'est que ça n'explique pas tout. Par exemple, les fossiles. Bah oui, comment on explique la présence d'un fossile alors que l'espèce n'est pas présente aujourd'hui sur Terre? Ça veut bien dire que l'espèce est apparue, a vécu et aujourd'hui disparue. Donc que les espèces ne sont pas fixes. Pour expliquer la présence de fossiles, Lamarck va développer ce qu'on appelle le transformisme. Dans ce cas, on accepte que les espèces se transforment, mais un tout petit peu, et toujours par impulsion divine. Par exemple, le mammouth. Le mammouth existe, et la température se réchauffe et perd ses poils et se transforme en éléphant. Dans ce cas-là, le transformisme accepte que les espèces changent. Et c'est là qu'on arrive à Monsieur Charles Darwin. Charles Darwin s'intéresse à toutes ces questions car il est géologue et naturaliste. Et c'est lors de son voyage avec le Beagle autour du monde qu'il va faire sa plus grosse découverte aux îles Galapagos. Les Galapagos, c'est une archipel d'îles dans l'est du Pacifique. C'est une archipel qui a la particularité d'avoir des îles assez proches et avec une composition en faune et en flore assez différente. Darwin s'intéresse en particulier aux pinsons, un petit oiseau noir, et plus précisément à leur bec. Il remarque que les pinsons sont présents sur chaque îlot des Galapagos, mais que chaque îlot est composé en majorité d'un groupe de pinsons, et spécifiquement avec un bec en particulier. Un îlot avec un gros bec, un îlot avec un petit bec, et il remarque que comme par hasard, la végétation semble être étrangement corrélée à la population d'oiseaux. Par exemple, l'îlot composé en majorité par des cactus va être peuplé avec des oiseaux à petit bec, longs et fins, très pratique pour arracher la chair sans se piquer. Et que l'îlot composé d'arbres qui donnent des noix très dures va être composé à majorité de pinsons avec un très gros bec, très puissant, très pratique pour écraser les noix. C'est comme si les pinsons avaient choisi leur île. Eh ben non, ils n'ont pas choisi leur île, ils s'y sont adaptés. Pour expliquer ce phénomène, Darwin dessine ce qui reste aujourd'hui pour certains le schéma qui explique le mieux l'évolution. Oui, je vais l'expliquer. On peut le comprendre comme une généalogie. On commence au 1 avec le premier couple de pinsons. C'est les premiers individus, il y a plusieurs générations, et c'est un type de pinson qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Ce couple de pinsons va donner 2 individus, qui vont en donner 2, etc., etc. On remarque que dans la généalogie, certaines branches s'arrêtent, alors que d'autres continuent, jusqu'à observer ce qu'on voit aujourd'hui, les 4 pinsons, avec les 4 bêtes différents, sur les 4 îlots, A, B, C et D. Et bien l'évolution, c'est ça. C'est le fait qu'un pinson puisse naître avec un bec un tout petit peu différent de celui de ses parents. Un tout petit peu plus petit, un tout petit peu plus grand, on appelle ça une variation. Cette variation, elle est transmise par les parents, parce que le bec est un tout petit peu différent de celui des parents. Il n'est pas radicalement différent. On le dit héréditaire. Et ensuite, ce changement, cette variation, elle va apporter un avantage ou non. Et c'est là qu'il y a sélection. Et c'est cette sélection qui va permettre à l'espèce d'évoluer. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Bon, on reprend. Lorsqu'un pinson naît, il peut avoir un bec un tout petit peu plus petit ou un tout petit peu plus grand que ses parents. S'il naît avec un bec un tout petit peu plus petit sur une île avec des cactus. Cet avantage va permettre au pinson d'avoir plus de nourriture. Il va avoir plus de facilité à se nourrir, il va produire des jeunes en meilleure qualité, et il va produire plus de jeunes. Et donc va transmettre ensuite cet avantage à ses petits, le petit bec, à ses enfants. Et ça va être pareil pour ses enfants. Et donc après plusieurs générations, si la végétation reste la même, avec plein de cactus, tous les jeunes avec un petit bec seront plus adaptés et auront rempli toute la population. Mais attention, l'apparition d'un nouveau caractère comme un petit bec, c'est aléatoire. L'évolution n'est pas dirigée pour rendre le pinson adapté au cactus. C'est pas lui qui décide d'avoir un petit bec pour pouvoir manger dans un cactus. C'est le hasard qui produit un pinson tantôt avec un petit bec et tantôt avec un plus gros bec. Mais le pinson avec un plus petit bec va mieux survivre, va mieux se reproduire et va mieux propager ça dans la population. Alors que les pinsons à gros bec, eux, ne vont pas pouvoir se nourrir, ou alors beaucoup moins bien, ne vont pas produire de descendance et vont disparaître. Et c'est ce qu'on voit sur le dessin. La sélection naturelle, c'est juste que le pinson le plus adapté à cet environnement va être plus fort que les autres et s'imposer dans la population. Et après plusieurs générations, et encore plus sur des millions d'années... Des millions?
Des millions, hein, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Bah oui, parce que sur des millions d'années, on peut voir des adaptations beaucoup plus impressionnantes. On peut passer d'un animal qui ressemble à un cheval, avec un cou très court, à une girafe. Sur des milliers d'années, on va avoir des animaux avec des coups un tout petit peu plus longs, un peu plus courts, mais dans un environnement comme une savane, avec des prédateurs en bas et de la nourriture en haut, c'est ceux qui vont avoir le cou le plus long qui pourront plus se nourrir et plus produire des enfants, et transmettre à leur tour un cou un peu plus long, alors que les autres vont s'éteindre. Et oui, c'est cruel la sélection naturelle. Il est où le magnou? Ils ont mangé le magnou? Et j'ai bien dit un animal qui ressemble au cheval, pas un cheval. Et oui, parce que lui aussi, il évolue dans sa propre direction. Le pinson à l'origine de tous ceux qu'on observe aujourd'hui, ou l'animal à l'origine de la girafe et du cheval, ont tous disparu pour laisser place à une espèce plus adaptée. De la même façon, contrairement à la croyance populaire, l'homme ne descend pas du singe. Nous avons juste un ancêtre commun, qui devait ressembler à peu près à ça, et qui a été à l'origine de différentes lignées. Une lignée qui vivait dans les arbres, et qui a dû s'adapter à cette vie dans les arbres, donc en ayant des doigts plus longs, en ayant des membres inférieurs qui lui permettaient de s'accrocher dans les branches. Cette lignée a donné les singes, et une autre lignée qui est partie vivre dans la savane, où son évolution a mené à la bipédie. Il a dû se relever pour se protéger des prédateurs et marcher dans une savane où l'herbe était plus haute. Cette lignée a mené à l'homme. Et il y a sûrement d'autres lignées, plein d'autres, comme on peut voir sur le schéma Darwin, des lignées qui n'ont pas su s'adapter à l'environnement et qui ont aujourd'hui disparu. Donc non, l'homme ne descend pas du singe, mais ils ont juste un ancêtre en commun qui aujourd'hui a disparu. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'évolution est due au fait que les parents produisent des descendants avec des variations sur certains caractères, par exemple la taille du bec ou la taille du cou. Ces caractères peuvent donner un ou non un avantage, et s'ils donnent un avantage, il va permettre à cet individu de produire à son tour plus de descendants et de faire imposer cette adaptation dans la population. Et avec le temps, la sélection se dirige vers le caractère qui peut être le plus performant, mais pas par choix. Et enfin, ce qui fait évoluer une espèce, la plupart du temps, c'est un changement d'environnement, une nouvelle contrainte. Par exemple, en allant vivre dans la savane, l'ancêtre de l'homme a su s'adapter à un nouvel environnement, à de nouveaux prédateurs, et pour cela, l'évolution a sélectionné la marche sur 2 pieds, par exemple. Mais du coup, en temps de changement climatique, on peut se poser la question, est-ce que l'évolution peut nous sauver de ce changement d'environnement ? Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donc c'était un épisode un petit peu compliqué aujourd'hui, mais on est obligé de passer par ça pour comprendre la suite. Ma source principale pour cet épisode, c'est ce bouquin, L'origine des espèces de Darwin. Très bon bouquin qui est un peu épais, je vous l'avoue, mais qui permet de comprendre plein de petites choses. Si vous êtes resté jusque-là, c'est soit que vous êtes ma mère, soit que vous aimez vraiment le contenu. Donc je vous encourage à laisser un like, un commentaire et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, à plus!